C'est quand je vous demande si vous voyez bien, etc., vous me faites des pouces en l'air et un peu des emojis et tout ça. Et je suis très contente parce que comme ça, du coup, j'ai l'impression d'interagir avec vous. Donc, bonsoir à tous, toutes et à tous. Donc, ce soir, on va parler du tombeau des rois dans notre série de conférences sur les reines et tombeaux. Donc, pour les nouveaux arrivants, en fait, je fais des conférences tous les dimanches et tous les jeudis depuis le mois de décembre. Et l'objectif, c'est de parler du Proche-Orient et en fait de parler des découvertes archéologiques et de les voir en fait avec la vision archéologique et surtout scientifique, mais surtout de comprendre un peu ce qu'on découvre, qu'est-ce que ça raconte, etc. Donc on a commencé au mois de décembre, ça se passe assez bien. Et en fait, j'enregistre les conférences pour qu'elles soient en replay. L'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces informations, mais surtout ceux qui sont passionnés, etc. Donc, on a commencé au mois de janvier une conférence sur Reine et tombeau. Donc, on a parlé du tombeau de Cléopâtre et là, on va parler du tombeau des rois, qui est localisé à Jérusalem et qui est très fascinant. Alors, la localisation du tombeau. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le tombeau des rois se situe à Jérusalem. Le site se trouve au centre. Donc, pour vous montrer, je vais mettre le pointeur. En fait, vous avez une carte des années du 19e siècle de Jérusalem et vous avez en fait en noir la muraille ottomane de la vieille ville de Jérusalem. Et en fait, on est au niveau du quartier musulman. Il faut savoir que en fait, le tombeau des rois se situe au nord, sur la grande route qui s'appelle la route de Naplouse. Et en fait, c'est une route qui a été très longtemps utilisée et qui est très connue, qui est une route qui a été utilisée au deuxième temple. Et en fait, c'est là qu'on va trouver, qui a été découvert le tombeau des rois. Et en fait, pour vous montrer, donc ça, c'est la ville de Jérusalem. Donc là, vous avez la route. Et là, vous avez le tombeau des rois, ici. Donc, vous me dites si je vais trop vite aussi, parce que des fois, je vais un peu trop vite. Donc, je vais essayer d'aller assez doucement. Et en fait, le tombeau des rois se trouve au niveau de la Roche-Mère. En fait, ça a été creusé dans la Roche-Mère. Et de nos jours, en fait, on le voit pas vraiment parce qu'il y a des murs. Et en fait, c'est vraiment à fleur de route. Si vous voyez, c'est vraiment collé à la route. Donc, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on marche dans Jérusalem. Et c'est situé à Jérusalem-Est maintenant. C'est au territoire français, ça appartient à la France. Et on peut le visiter parce que ça a été restauré dans les années 2010. Donc, on peut le visiter, etc. Ils ont restauré le tombeau des rois, donc c'est assez sympa à voir. Et donc, du coup, en fait, ici, vous avez l'entrée principale du tombeau où on rentre. Et ensuite, on marche en fait à fleur du tombeau. Et ensuite, on rentre par des escaliers dont on va parler monumentaux. Donc, donc voilà pour la topographie du site. Vous me dites si vous voyez pas très bien, etc. Ensuite, donc, le site que l'on appelle aujourd'hui le tombeau des rois n'a pas été découvert ex nihilo, c'est en fait une tradition locale. Il est bien connu par les Ottomans qui vont en fait l'appeler le tombeau des rois et ils vont dire qu'il y a des trésors dedans. D'ailleurs, ils vont fouiller dans cet endroit-là et ils vont pas trouver grand-chose, mais ils vont détruire énormément de monuments archéologiques et ça va énormément poser problème pour les archéologues ensuite. C'est vraiment au 19e siècle que l'attention des savants européens, au moment où Jérusalem devient un terrain majeur de l'orientalisme et des grandes découvertes archéologiques, en fait, on va de nouveau s'intéresser au tombeau des rois. Et c'est Félicien de Saulcy qui va en fait redécouvrir le tombeau des rois, mais qui va en fait le fouiller. Il va le fouiller dès les années 1963. Et en fait, c'est un personnage assez emblématique dans l'archéologie, surtout à Jérusalem, parce que
numismate et il adore tout ce qui est antiquité, etc. Et en fait, pour lui, ce tombeau, de son caractère assez monumental, là, vous avez vraiment les photos du moment où ils ont découvert ce tombeau et qu'ils ont fouillé, en fait. Et il va, lui, penser qu'il s'agit, en fait, du tombeau des rois et des rois de Judée, en fait, David, Salomon et Hérode. Lors des investigations, il va mettre donc toute une architecture monumentale. Donc là, vous avez l'entrée monumentale et en fait, si vous remarquez, vous avez énormément de déblais un peu partout et un peu d'archéologie. Et en fait, on va trouver des éléments architecturaux un peu partout sur la Terre. Donc là, vous avez en fait des éléments de colonnade ou de sarcophage, je dirais plus de sarcophage. Et ça va être trouvé un peu partout. Et en fait, ces éléments-là, ce sont des éléments qui ont été les anciennes fouilles qu'ont fait les Ottomans. Ça va, vous m'entendez bien? Ce qui est assez intéressant, c'est que, merci. Ce qui frappe particulièrement de Solis, c'est la combinaison des espaces entre des espaces extérieurs monumentaux et en fait des réseaux de chambres funéraires et souterraines. L'architecture, en fait, elle n'est pas seulement fonctionnelle, elle est conçue comme une mise en scène. En fait, vous avez l'accès, donc ça, on va en parler, mais vous avez les images pour vous donner une idée. Vous aviez l'accès, la progression vers les chambres, la hiérarchisation des espaces qui traduit en fait une volonté d'espace, de contrôle et de distinction qui montre en fait qu'il s'agit en fait de groupes sociaux de haut rang et c'est pas des petites tombes. On appelle ça des chasse-tombes en anglais, mais c'est en fait c'est pas des tombes à puits assez discrètes, c'est assez monumental et par rapport à la région, ça détonne énormément. Donc c'est pour ça aussi que Félicien Saucy va vraiment penser qu'il s'agit de tombes monumentaux et qu'il s'agit de rois, les rois de Judée. Euh, Donc du coup, ces objets-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fouiller, il va déblayer tout ça et il va se rendre compte qu'en fait, au-delà des chambres funéraires, il va trouver des chambres encore plus intéressantes, puisqu'il va trouver des chambres qui sont scellées et qui sont fermées, qui va péter à la dynamite d'ailleurs, et il le raconte dans son livre. Et il va les péter à la dynamite et il va trouver des sarcophages encore plus intéressants qu'il va ramener au Louvre et il va dire qu'il s'agit des rois du Judée. Il va écrire un livre dont j'essaye de vous trouver le titre dans mes notes, qui s'appelle, je sais plus, Voyage autour de la mer Morte et dans les terres bibliques. Et en fait, il ne démord pas qu'il s'agit des tombes des rois de Judée. Et en fait, les archéologues qui vont commencer à étudier le mobilier, parce qu'à cette époque-là, en fait, on fouillait massivement, mais on s'intéressait plus à l'architecture monumentale que les objets, que le contexte archéologique, comme on s'en occupe de nos jours. C'était pas du tout une méthode scientifique. Enfin, leur méthode était déjà de tout découvrir et puis après de réfléchir ensuite. Maintenant, nous faisons de l'archéologie contextualisée, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, on est un peu comme enquête scientifique, c'est-à-dire qu'on est policière, c'est-à-dire qu'on ne touche pas du tout à ce qu'on trouve en fait. On les laisse sur place, on essaie d'analyser, on essaie d'enregistrer. Donc c'est ça qui fait la différence d'avant, mais c'était très important ce qu'ils ont fait, même s'ils ont énormément détruit et qu'on a perdu la moitié de leurs informations. C'était comme ça qu'on a réussi à obtenir une méthode scientifique en archéologie. Donc là, vous avez des photos telles que ça a été découvert. Donc vous avez ici donc une partie du sarcophage. Vous avez l'entrée en fait monumentale avec, on va en discuter, le linteau qui est au niveau qui est creusé dans la roche-mère, c'est-à-dire que tout vient de la roche-mère, donc qui est vraiment creusé dans la roche-mère avec des détails assez intéressants, qui est en fait la feuille de vigne.
et le cerceau qui est typiquement de la période hellénistique et romaine. Et ça, c'est des morceaux qui ont été retrouvés, qui ont été détruits, qui ont été retrouvés à même le sol. Donc, c'est pour vous dire dans l'état de destruction qu'était le site. Alors, comment le site fonctionne? Le site, en fait, archéologique, il est constitué de plusieurs états. Donc, comme je l'avais dit, vous avez en fait ces escaliers monumentaux qui descendent, cet escalier monumental qui descend en fait, qui descend tout en bas. Et en fait, vous avez après un mikvé, un premier bain rituel vous avez un premier bain rituel et un deuxième bain rituel rituel, et après vous avez la cour, un vestibule, et ensuite vous avez le complexe funéraire. Donc, pour vous donner les dimensions qui sont assez monumentales, on est sur un escalier qui fait 30 mètres de long, pour une largeur qui est proche de 9 mètres en fait. Et en fait, vous êtes sur un dénivelé d'environ 8 à 9 mètres. Donc tout ça, ça a été creusé dans la roche-mère. Et pour avoir vu en fait les tombes du Second Temple, vous avez énormément de tombes qui est creusées dans la roche-mère et qui sont en fait assez monumentales. Et ce sont des tombes, comme on voit ici, où ça regroupe énormément d'individus, et on verra aussi les différentes pratiques funéraires qui sont faites à cette période. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, cet escalier n'amène pas directement à la cour. On a un peu cet effet d'entrée de chicane, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de mur qui est euh, pareil, qui est de la roche-mère en fait. Donc c'est l'escalier est creusé dans la roche-mère. Vous avez ce mur et en fait vous avez un arc et vous rentrez par la cour. Là aussi, je vous ai mis une photo, enfin une photo de la fouille à cette période, à la période du 19e siècle. Donc vous avez l'escalier et en fait vous avez l'arche et là vous rentrez dans la cour pour donner ensuite accès au tombeau. Donc ça aussi, c'est quand même un effet d'accès qui est assez intéressant. Il y a plusieurs étapes de passage pour pouvoir entrer dans le tombeau. Ce qui est aussi intéressant sur, sur ce tombeau, c'est que en fait, les escaliers, donc là, vous avez une vue des escaliers depuis en bas. Donc là, c'est l'échelle d'une personne. Donc vous voyez à quel point c'est monumental. Vous avez l'arche qui amène vers le tombeau. Derrière nous, en fait, derrière cette photo, vous avez le bain rituel B. Donc ça, c'est fait après la restauration. Donc c'est fait en 2010. Je crois que la photo a été prise en 2019. Et en fait, vous avez ces escaliers assez monumentaux qui montent tout en haut. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces escaliers représentent exactement ce qu'on trouve aussi à la cité de David, c'est-à-dire du deuxième temple. C'est aussi ce qu'on trouve dans la route des pèlerinages qui vient juste d'ouvrir, c'est-à-dire des escaliers qui sont un peu abrupts, qui sont creusés dans la roche-mère, mais qui descendent en fait, et qui sont, je dirais pas mal taillés, mais on va dire les dimensions sont pas les mêmes en fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que architecturalement, on arrive vraiment à retrouver les mêmes, les mêmes, les mêmes choses architecturales qu'il y avait les mêmes codes architecturaux qu'il y avait dans la ville de Jérusalem, au Second Temple, un peu partout dans la ville de Jérusalem à cette période-là. Donc ça, c'est ce qui est assez chouette. Ensuite, ça va? Parce que des fois, je vais un peu trop vite, hein. Tout va bien? Ok. Ce qui est assez top, c'est que donc là, on a encore une photo. Donc ça, c'est une photo des fouilles qui ont été faites dans les années 2012. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va se concentrer sur la cour. Et la cour, elle mesure, je vais vous dire les diamètres, elle mesure 28 à 30 mètres de long pour 25 mètres de large. Donc c'est une énorme cour monumentale où on va trouver aussi des réseaux d'eau. Donc là, vous avez un endroit où il y avait un bassin d'eau. Et là aussi,
vous avez aussi un autre endroit pour pouvoir se laver les mains avant d'avoir accès au défunt. Donc ça aussi, c'est très intéressant, cette notion de l'eau. Et aussi, ce qui est assez fou, c'est ce linteau que vous pouvez voir. Donc ça, c'est une photo du linteau au 19e siècle. Là, vous avez une représentation, une gravure en fait de comment a été trouvé le tombeau avec trois colonnades. On suppose aussi, parce que ça a été décrit par Flavius Joseph, qu'il y avait trois mini-pyramides qui se situaient à l'entrée, mais j'ai pas encore très bien compris où elles se trouvent à l'entrée. Vous voyez qu'ici, ces trois colonnades, elles ont plus ou moins disparu, on ne les retrouve pas. Et ça, c'est les restaurations qui ont été faites. Donc, on trouve des chiffres romains avec des cercles, mais on trouve aussi sur le linteau, en fait, des grappes de raisin avec les chiffres romains et les cercles, en fait. Et donc ça a été avant la restauration. Et ça, c'est la restauration qui a fait. C'est des photos qu'on peut trouver au consulat de France de Jérusalem. Donc, pareil, ce linteau, il est taillé dans un seul bloc de pierre. Il mesure environ 5 mètres de long et se distingue aussi par la qualité de son décor. Il est, voilà, comme on a dit, orné de végétaux, etc. et qui ressemble en fait à toute la période hellénistique dont, bon, Franck, tu n'étais pas là, mais en fait, j'ai parlé beaucoup de la période hellénistique dans mes conférences et à quel point cette période-là avait joué on va dire, dans la décoration, dans la perception des objets, etc. Donc, il va y avoir des choses qui vont venir, qui viennent de la période grecque, hellénistique, et qui vont se perpétuer, qui vont continuer tout le long de la période juive, en fait. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez en fait cette cour. Donc, on descend en fait cet escalier pour après arriver à l'arche. Et ensuite, on remonte un mini escalier pour pouvoir enfin rentrer dans l'espace funéraire. Et là aussi, pareil, ce qui est assez intéressant dans la circulation, si vous regardez ici, c'est que vous avez donc ces escaliers et pareil, on n'est pas en face, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça soit un peu biaisé. Et là, on arrive dans les chambres funéraires dont on va parler assez maintenant. Donc, comment ressemblaient les tombeaux des rois? Donc, comme je vous ai expliqué, donc on a l'entrée qui est là. Et en fait, on descend parce que ce sont des chambres souterraines, donc on descend et on va avoir une première salle où on va avoir accès à plusieurs salles, dont une chambre qui va être unique, qui va être en fait une chambre monumentale, qui s'appelle les Arcos Solia. Donc on va avoir différents types d'états funéraires de type de tombe. En fait, on va avoir les korim, qui c'est en hébreu, qui s'appellent les loculi. En fait, c'est des lignes longues et étroites creusées horizontalement. Donc, ce que vous avez ici, dans les parois, le corps était placé à l'intérieur, puis l'ouverture était fermée par une pierre, typiquement juif, période du Second Temple. Et ensuite, vous avez les arcosolia, qui sont en fait des tombes monumentales en forme d'arc, souvent réservées aux personnages les plus prestigieux d'influence hellénistico-romaine. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a affaire à une organisation de plusieurs états successifs avec plusieurs chambres et plusieurs cours. Donc, on a une première chambre avec plusieurs corim. De ce que j'ai vu, ça pouvait abriter un corim pouvait abriter à peu près 10 à 20 personnes. Et une chambre funéraire pouvait regrouper une à deux personnes, donc ça donne une famille entière en fait, sur plusieurs générations, parce que ces tombes-là, elles étaient assez chères. Et donc du coup, en fait, quand on finançait ces tombes-là, c'est on finançait en fait une famille. C'était un caveau familial en fait. Euh, donc ces tombes, elles sont caractéristiques des pratiques funéraires à la fin de la période du Second Temple.
les corps, en fait, y étaient, ça m'a énormément surpris, c'est que les corps y étaient déposés en illumination primaire, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour les chorim, on mettait les corps, donc les loculi, dans une illumination primaire, donc dans un premier temps. On attendait leur décomposition, et ça, c'est assez surprenant pour la religion juive. Ensuite, on rassemblait les ossements. Et ce second type d'ossement, en fait, ça devenait des ossuaires, en fait. Et c'est une technique qui a été énormément utilisée, en fait, à la période du Deuxième Temple. Moi, je ne savais pas du tout. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est quand on sait que dans la culture juive, on ne doit pas du tout toucher au corps. C'est assez intéressant de savoir qu'il y avait quand même des étapes où on nettoyait, on attendait que le corps s'enlève de sa chair pour pouvoir récupérer les os. Alors, sans aucun doute, il devait faire attention, il nettoyait les os, etc. et il les mettait dans des ossuaires. On verra aussi ces ossuaires. Alors, je vérifie si j'ai rien oublié. Non, ça, c'est intéressant. Ça a l'air de bien se passer. Alors là, vous avez en fait ce qui a été assez remarquable, c'est que on s'est presque cru dans Indiana Jones, c'est qu'on a affaire en fait à des endroits, en fait des tombes, les tombes qui ressemblent à des tombes qui sont des orchosalia, en fait, qui sont des chambres qui sont dédiées vraiment à une seule personne ou deux personnes ou trois personnes, mais qui sont liées à des élites. En fait, elles sont fermées par une pierre circulaire. Et en fait, cette pierre circulaire, en fait, elle est impossible à bouger parce que elle, elle fait partie d'un mécanisme hydraulique. C'est en fait un petit dispositif en petite pression de quantité d'eau qui avait pour but d'activer le poids et le contrepoids pour déplacer la pierre. Faut savoir que de nos jours, archéologiquement parlant, on est en train de faire énormément de découvertes, de mesures, etc., sur l'activité hydraulique, la force de l'eau pour tout ce qui était manipulation des pierres. Dans l'architecture monumentale, en fait, on se rend compte que l'eau avait quand même une énorme capacité à pouvoir bouger des pierres assez lourdes. Et donc, du coup, pour tout ce qui est les pyramides ou tout ce qui est tout ce qu'on trouve qui est assez monumental dans les civilisations anciennes, on suppose qu'il y avait quand même cette connaissance de l'énergie hydraulique, en fait, de bouger. Il y a des preuves qui ont été faites par un chercheur sur toute l'activité assyrienne et sur comment ils bougeaient les pierres d'une carrière à travers l'eau. Donc c'est assez intéressant. Et donc là, on a aussi ce mécanisme qui se met en place. C'est un mécanisme en fait où vous avez ici l'eau et cette eau par pression fait rouler la pierre vers la droite ou vers la gauche en fait. Alors, on n'a pas vraiment réussi à l'activer. Nous, on a fait tout péter à la dynamite. Mais on a des sources antiques comme Pausania qui décrit un tombeau en terre des Hébreux dont la porte de pierre s'ouvre grâce à un dispositif, à un mouvement précis, puis se renferme. Donc, on suppose que c'est là. Euh, donc voilà, donc ça c'est le côté assez cool du tombeau des rois, c'est qu'on a gardé des traces de ces dispositifs d'ouverture et de fermeture, et donc on les a trouvés à chaque chambre qui était dédiée aux personnes d'élite. Donc, vous avez des traces, alors je ne sais pas si on a encore, si c'est encore conservé, s'ils ont conservé ça encore ou pas. Il paraît qu'il y a quelques pierres roulantes encore sur certains sites archéologiques dans la région. Donc, ce qui a été trouvé, donc il faut savoir que la plupart des objets, en tout cas que moi j'ai trouvé, sont au Louvre. Donc, vous pouvez vraiment trouver dans la partie orientale en fait les objets du tombeau des rois, puisque c'est Félicien Saucy qui les a toutes ramenés. Donc voilà.
Ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous avez en fait les trois types funéraires qu'il y avait à cette période et qui étaient utilisés par les Juifs. Vous avez des urnes. Alors, c'est pas des urnes d'incinération, c'est des urnes pour stocker les os. Vous avez les ossuaires. Donc ça, c'est un ossuaire qui a été trouvé au tombeau des rois. Et vous avez en fait les sarcophages qu'on trouvait aussi dans les temples, dans les arcosolia. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces ossuaires, en fait, ils vont être utilisés à la fin de la période du Second Temple et ils correspondent, en fait, comme j'ai dit, à une inhumation secondaire et ils vont être tous les ossements vont être rassemblés, etc. Et cette technique, elle va pas durer parce que quand le second temple va être détruit, en fait, ils vont plus garder cette technique et ils vont repartir sur la pratique, en fait, de l'enterrement et ils ne vont plus du tout toucher au corps. Ce qui est assez intéressant, c'est que les décorations, en fait, de ces sarcophages et de ces types d'immunation, c'est qu'elles sont elles datent toutes de la période hellénistico-romaine, c'est-à-dire de la période du Second Temple. Il n'y a aucune, et c'est là où ça va énormément mettre le doute sur la prévision de Félicien, c'est qu'il n'y en a aucune qui est pour l'instant datée de la période de David, de la période judéenne en fait. Alors, du coup, va se poser en fait la question du lieu. La question du lieu, c'est-à-dire que le problème, c'est que on n'est pas sûr que c'est enfin que c'est les tombeaux des rois de Judée, parce que en fait, Flavius Joseph, donc là je vous ai mis un fameux buste de cet historien juif, va dire que dans la route du nord de pèlerinage de Jérusalem, en fait, il n'y a pas vraiment des tombeaux des rois de Judée, mais il y a le tombeau monumental d'une reine qui s'appelle Hélène, en fait. Et il parle d'un monument Hélène dans sa guerre des Juifs, en fait. Et il dit que ce tombeau ce monument se trouve au nord de Jérusalem. Alors, cette concordance spatiale constitue l'un des principaux arguments en faveur de l'identification d'un site qui n'est pas des rois de Judée, mais qui probablement correspondrait à une reine et non à un roi. Il y a d'autres passages chez Joseph qui viennent renforcer cette localisation. Ils permettent aussi de pouvoir aussi localiser Jérusalem. C'est que il dit que ce monument d'Hélène se trouvait dans un espace qui était situé à l'extérieur immédiat des murailles de la ville. Donc il faut savoir que les murailles de la ville se trouvaient par là. Et en fait, c'est que ce tombeau se trouvait au nord, ce monument se trouvait au nord et à l'extérieur. Ce qui se passe, qui est au nord, à l'extérieur. On n'a pas trouvé d'autres tombeaux dans cette localisation-là. Et c'est là que, du coup, vraiment se poser la question de est-ce qu'on a vraiment affaire à un tombeau des rois ou est-ce qu'on a affaire à un tombeau plutôt d'une reine? Et en fait, la culture locale a petit à petit changé l'identité de cette femme. Aussi, là où ça a posé problème, donc là, c'est que des objets qui ont été trouvés par les archéologues et qui sont aussi au Louvre. Donc là, vous avez une lampe romaine qu'on a vue aussi quand on a travaillé sur les lampes euh, au début de mes conférences. Vous avez aussi des bijoux qui ont été découverts aussi dans les tombes. Vous avez de l'or et en fait, vous avez des pièces qui datent vraiment de la période de la fin du Deuxième Temple. Et en fait, ces objets qui datent vraiment de la période du Deuxième Temple, bah, du coup, on n'arrive pas du tout
à assimiler le fait que ça peut appartenir en fait à la période du roi David ou de Salomon, ou même on peut dire que c'est peut-être le tombeau d'Hérode, et encore on a du mal à comprendre pourquoi Hérode se mettrait. Enfin, si c'était Hérode, il y aurait quand même une précision de sa localisation quand même par Flavius Joseph, donc c'est assez bizarre. Et donc, du coup, même les archéologues de la période de Saulcy vont remettre en question sa réflexion et vont dire que vraiment, archéologiquement parlant, au niveau des objets, ça ne concorde pas du tout, ça ne concorde pas du tout avec ce qu'il dit. Et lui va quand même réitérer dans plusieurs articles de l'inscription des belles-lettres que non, pour lui, il s'agit du tombeau des rois. Et ça, c'est lié aussi en fait à le fait que ça soit vraiment monumental et qu'il y a un prestige architectural et que ça peut absolument pas être possible que ça vienne d'une femme à cette période-là. Donc c'est assez drôle parce que lui il va maintenir et petit à petit va se poser des questions scientifiquement sur ce personnage qui est peut-être probablement une femme. Et en fait, Solsi va se tirer une balle dans le pied parce que il va ramener un sarcophage. Donc c'est ce sarcophage-là qui est au Louvre aussi, où est écrit en araméen Tsadan Malka. Donc moi je vais vous lire. Donc c'est taillé, c'est du calcaire, etc. Donc ça a des décorations hellénistico-romains. C'est assez grand et c'est assez soigné. Et en fait, l'inscription est rédigée dans une langue sémitique généralement identifiée comme de l'araméen, langue largement utilisée, comme on l'avait vu donc à Jérusalem. Et en fait, c'est le terme de Malkata, qui est relativement clair pour ceux qui savent l'hébreu, c'est qu'il s'agit du féminin de roi et qui peut être traduit par reine. Pour le mot tsadan, en revanche, c'est un mot qui est assez problématique et c'est là où aussi se trouve l'ambiguïté. C'est qu'il ne correspond pas directement à un nom qui est connu dans la Bible ou qui est historique. Donc son interprétation va dépendre en grande partie de la lecture qu'on va avoir au niveau aussi de l'inscription et du contexte. Donc, on a supposé que c'était un nom propre, donc Sadan la reine, mais on connaît aucun personnage historique clairement identifié sous ce nom et qui n'est connu par ailleurs, ce qui rend cette hypothèse assez fragile. On a une seconde interprétation aujourd'hui largement discutée qui voit que dans Tsadan, non pas un nom, mais un qualificatif ou un terme honorifique qui pourrait s'agir d'une forme liée à la racine sémitique Samedake, qui est associée à l'idée de justice, de droiture et de légitimité. Comme si en fait il s'agirait de la reine des justes en fait avec Sadik Sed Det en fait. Sadet Dek Tzadik en fait. Donc et en fait le tzadik en hébreu veut dire juste. Donc, on voit que là, il y a quand même, en tout cas, quelqu'un qui a été enterré, qui est une figure féminine royale, mais l'absence du nom de la reine pose problème, en tout cas. En tout cas, il ne s'agit pas de la reine d'Hélène, le monument d'Hélène, comme le dit Flavius Joseph. Donc, les historiens, de plus en plus, pensent qu'il s'agit de cette reine. Donc, pour savoir qui c'est cette reine, c'est la reine du royaume d'Adiabène. Donc, le royaume d'Adiabène se situe en haut de Mésopotamie, dans une région qui correspond aujourd'hui au nord de l'Irak. Selon Joseph, Hélène se convertit en fait au judaïsme. Ça va être une reine qui va beaucoup entendre parler du judaïsme. Elle va même prendre un rabbin. Et en fait, elle va se convertir au judaïsme et tout comme une partie de sa famille, notamment son fils Etzatès. Et cette conversion n'est pas anecdotique puisqu'elle va vraiment s'impliquer
durablement vers Jérusalem. Elle va se rendre plusieurs fois à Jérusalem. Elle va jouer un rôle très important dans la communauté juive. Et c'est toujours Flavius Joseph qui raconte ça. Et elle va aussi intervenir quand il va y avoir des famines à Jérusalem. Elle va intervenir. Elle va financer l'achat du blé en Égypte. Elle va acheter des figues sèches à Chypre. C'est pour vous dire à quel point Flavius Joseph peut être précis. Mais aussi, c'est pas une source sûre en histoire parce que des fois, il n'est pas précis. On n'est c'est pas sûr de ce qu'il raconte. Et elle va le distribuer à la population. Ces gestes sont très largement commentés dans les sources, Flavius Joseph. Et en fait, elle va aussi contribuer à meubler, on va dire, le second temple parce qu'elle va mettre des objets liturgiques dans le second temple qui vont être très honorifiques, etc. À sa mort, en fait, Hélène, elle va être inhumée à Jérusalem conformément à son souhait, loin de de son royaume d'origine. Et ce choix est significatif parce qu'il montre que Jérusalem est devenue pour elle un centre spirituel symbolique majeur au point de surplanter son territoire natal comme un lieu de mémoire et de sépulture. Euh, pour, euh, pour la culture juive et en fait pour les juifs qui connaissent son histoire, en fait, pour Hélène, c'est apparaît comme une figure singulière parce que c'est une reine étrangère qui est en fait comment dire, à cette période-là, c'est très rare que les gens se convertissaient au judaïsme parce que les gens étaient très polythéistes, en fait. Ils étaient très croyants de différents dieux. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça amorce en fait tout ce mouvement qu'il va y avoir avec Jésus-Christ, en fait, où on va avoir en fait ce mouvement de pensée de Dieu unique, en fait, de pensée de liberté, de pensée de l'amour, etc. Et en fait, ce mouvement-là, en fait, qui vient des Juifs, en fait, de la culture juive, va commencer en fait à imprégner euh, en fait les autres personnes qui est censée polythéisme, mais au fur et à mesure, en fait, les gens soit se convertissaient, soit construisaient en fait une religion qui leur correspondait. Et donc ça, c'est assez beau parce qu'on le voit vraiment à la fin du Second Temple, qu'il y a quand même un mouvement, et nous, on le voit avec les conférences, un mouvement qui se fait vers le Dieu unique. Alors, est-ce que le polythéisme n'intéressait plus? Est-ce que c'est parce que dans le judaïsme, il y a des valeurs de liberté qui parlent aux gens, etc. Mais en tout cas, il y a des conversions qui se fait de plus en plus. Et elle fait partie de ces femmes. Donc, une reine étrangère, elle a quand même tout, qui va se convertir. Donc, c'est assez beau. Surtout que c'est une des rares traces qu'on a historiques et on va dire archéologiques, puisqu'il n'y a aucune notion de son nom, ce qui rend aussi très beau, très mystérieux enfin, ce contexte-là, parce que c'était une donatrice. Et si elle était vraiment très religieuse et très pieuse, en fait, peut-être forcément, elle ne voulait pas vraiment que son nom se sache. Donc c'est assez intéressant parce que aussi elle marque la topographie de Jérusalem à la fin du Second Temple, puisqu'on a en effet ce marqueur, comme dit Flavius Joseph. Il faut savoir que les tombes sont des marqueurs pour comment dans la topographie urbaine, quand on sort d'une ville, on a des tombeaux, etc. Donc ça fait partie des marqueurs de la topographie urbaine quand on rentre dans une ville. Donc elle marque aussi un endroit, enfin voilà, une localité. Elle fait partie de Jérusalem en fait. Donc ça c'est aussi magnifique. Ça va? Vous suivez? Voilà, ça va. Bon, je vais un peu trop vite, donc du coup, je vais essayer de prendre mon temps pour les deux dernières diapositives, mais en fait, je vais toujours un peu trop vite, donc on va pouvoir bien discuter, j'en suis désolée. Donc, du coup, un autre élément qui vient de sortir, c'est que je vous ai parlé en fait des bains liturgiques qui sont situés, comme on l'a dit, à l'entrée
du tombeau, en fait. Donc, vous avez un mikvé. Donc, les mikvés sont des bains liturgiques. Donc, vous avez le mikvé A, qui est tout petit, et le mikvé B. Et en fait, ça pose un souci, ces mikvés, en fait, parce que ces bains liturgiques ne peuvent pas être... Alors, je vais vous expliquer les interprétations. Donc, la première interprétation, c'est pour certains archéologues et chercheurs, c'est qu'en fait, les gens se trompaient pour aller visiter les tombeaux, en fait. Mais ça paraît bizarre que les gens, ce n'est pas du tout dans la culture juive et religieuse, de se tromper en entier pour pouvoir aller voir des gens dans des tombeaux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mort, tout ce qui est cimetière, tout ça, c'est sale. Donc, on se lave les mains avant et on se lave les mains après pour surtout pas revenir avec les miasmes des morts. Donc, ça paraît bizarre qu'il y ait de l'eau qui stagne vraiment dans un objectif funéraire pour se nettoyer, d'aller voir les morts et que les gens... Voilà, il n'y a pas de circulation d'eau, c'est très particulier. Donc, du coup, il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour essayer de comprendre en fait la logique de ces demi-V. Donc là, en fait, ce qui est extrêmement bien pensé, c'est que là, vous avez creusé. Alors là, je ne vois pas très bien parce que je vous vois plus que je vois ma diapo. Donc là, vous avez en fait l'entrée principale, donc vue de l'escalier quand on rentre, et vous avez en fait cette rigole, cette gouttière en fait creusée dans la roche-mère qui amène en fait aux deux mikvés. Donc vous avez le premier mikvé là, qui est le mikvé A, le bain liturgique, je rappelle. Et là, vous avez le mikvé 2. Et en fait, on voit que c'est conçu directement dans la construction en fait de l'escalier, dans la construction monumentale de l'escalier, cette idée de rigole en fait de gouttière qui va aller. Donc, vous en avez une première là et vous en avez une deuxième là. Je sais pas si vous voyez. Vous avez en fait là, donc moi j'essaie de vous prendre des photos où on voit mieux. Donc là, vous avez donc la rigole, la gouttière qui va au mikvé, donc qui est le deuxième mikvé, et vous avez une autre gouttière qui va au premier mikvé. Et donc, c'est assez intéressant parce que du coup, on s'est vraiment beaucoup posé la question des mikvés. Et en fait, je vais vous expliquer où les archéologues où en sont allés. C'est que, comme je vous ai dit, en fait, on a un truc de localisation, c'est-à-dire que Jérusalem étant là, donc là, je vais vous mettre la carte. Je vais la mettre un peu plus gros, donc après, je vais plus vous voir. Alors, attendez, on va faire juste une pause parce que là, il faut que je mette la carte un peu plus grosse. Un peu de patience. Voilà. Donc là, vous voyez toutes mes notes. Du coup, elle est où ma carte? Une carte un peu plus près de moi. En fait, voilà. Je ressemble de plus en plus à mes directeurs de recherche, à mes professeurs d'université, à changer les diaporamas toutes les 5 minutes à chaque fois que je parle. Donc là, vous voyez ça. Et moi, en fait, je vais vous mettre la carte en plus gros, on s'en fiche des notes. Ce qui est intéressant, c'est la carte. Voilà. En fait, on va en supprimer Flavie Joseph, ce qu'on s'en fout maintenant. On te veut plus. Et on veut la carte. Toujours avoir une carte quand on fait de l'histoire. Donc là, en fait, si je vous rapproche, voilà, ça c'est bien, c'est trop chouette. Ah non. Voilà, je bouge plus. On va juste prendre 5 minutes, mais du coup, j'ai pas le pointeur. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais normalement, vous avez si vous regardez ma souris et que ma souris fonctionne bien, vous avez le Haramas Shafarin, qui est en fait le mont du Temple, qui est là où il y a la mosquée Al-Aqsa. Et ça, c'est le dôme du rocher, d'accord? Donc là, vous avez toute cette partie-là, qui est la partie qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc là, vous avez la ville, donc la vieille ville. Je fais attention parce qu'on m'a dit que quand je faisais ça, ça faisait un peu mal aux yeux. Donc là, vous avez les murailles de la ville. Vous avez les entrées et les sorties
très très peu bougé, c'est-à-dire donc l'entrée de la porte de Damas qui a très 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 peu bougé, c'est-à-dire que on sait que c'est l'entrée depuis très très longtemps. Là, vous avez la route de Naplouse et là, vous avez une autre entrée et vous avez aussi le tombeau qui est là. Et en fait, à la période de la fin du deuxième temple, les gens, surtout à cette période-là, on l'avait vu, etc., étaient extrêmement religieux et se purifiaient énormément avant de rentrer dans la ville sainte de Jérusalem, et surtout pour tout ce qui était les fêtes les plus importantes, qui est Pâques, Soukhot et Shavuot. Donc du coup, en fait, et Yom Kippour. Donc ils allaient, si vous voulez, se laver, etc. Et en fait, il y a plusieurs bains rituels qui ont été trouvés, et d'ailleurs, ils ont trouvé encore un sur le site de fouilles dans lequel je travaillais. Il y avait énormément de rituels, et en fait, ce qu'on suppose, c'est que euh, alors là, je suis un peu perdue. Cette femme, elle voulait que son tombeau, comme elle était pieuse, que son tombeau puisse avoir des mikveh, que les gens puissent avoir accès sur le chemin du Nord, avoir accès à deux bains rituels pour se laver avant de rentrer à Jérusalem. Et c'est là où c'est assez beau. C'est-à-dire que ce tombeau, en fait, si c'est vraiment c'est la reine Hélène, et c'est pour ça que les gens pensent de plus en plus que c'est elle. Cette femme, en fait, elle voulait que dans son don d'elle, donc dans sa générosité, que les gens puissent voilà, se purifier